C'est le 47e numéro que nous vous proposons cette semaine avec une équipe en studio et puis une qui est en dehors du studio. Celle en studio est un petit peu patraque, on va dire ça comme ça, mais ça va aller, ne vous inquiétez pas, c'est un numéro tout à fait normal que nous vous proposons cette semaine. Je vous le disais, une équipe en studio avec Patrick, le retour. Bonjour. Après cet été, il nous avait parlé de domotique durant l'été. Patrick est de retour pour une fois dans un numéro, dans un épisode où l'on traite d'actualité. Voilà, c'est une première pour lui. Et puis on va également retrouver notre ami Sébastien, qui se trouve, lui, bien loin, qui va traiter d'actualité également avec nous. C'est une semaine un petit peu particulière. Il n'y a pas énormément d'actualités high-tech, il faut le reconnaître, donc on a été puisé un petit peu plus loin, mais il y a des choses, multiples rebondissements, on va dire, qui s'en sont venus dans le courant de cette semaine, donc on va en parler. Le courrier des auditeurs est succinct cette semaine, parce qu'on n'a pas reçu énormément de courriers, malgré le petit coup de gueule de la semaine dernière, Sébastien. C'est un petit peu particulier. C'est normal, ils sont toujours tous à la file de l'Apple Store. Oui, c'est ça, ils sont encore dans la file de l'Apple Store où là voilà, bon, c'est pas grave, ça n'appelait pas nécessairement de commentaires, il faut bien le reconnaître non plus. Donc par contre, il y a eu une question concernant le Lima qui a été testé par Marc cette semaine, une question qui a été posée via le site informaticien.be. Sébastien. Oui, tout à fait. Alors, c'était un auditeur qui demandait si Lima utilisait un VPN pour se connecter donc entre votre machine et le Lima pour sécuriser vos données. Alors, après un petit peu de recherche, il s'avère que oui, ça utilise bien un VPN, donc votre connexion est bien sécurisée. Parfait, voilà. Si vous ne savez pas ce que c'est le Lima, on vous renvoie au hors-série du début de cette semaine, qui était pas mal regardé, qui a intéressé beaucoup de monde. Donc, à aller découvrir si vous ne l'avez pas encore fait. C'est pas une question, mais c'était une approche, on va dire, de quelqu'un qui nous a parlé domotique, justement, Patrick, par mail il y a une heure à peine, juste avant cet enregistrement, et qui nous proposait de nous donner un coup de main pour les prochaines séquences domotiques. On va lui demander déjà de quoi il veut nous parler, et puis on estimera ça après. On n'a pas fini de parler de domotique, et on n'a pas tout dit, on en est tout à fait conscient. Il n'y a que 6 numéros jusqu'à présent qui étaient consacrés à ce domaine. Il y en aura d'autres, certainement, et donc ça va s'étoffer, ça c'est sûr. Allez, on attaque comme chaque semaine avec la lettre A comme Apple, évidemment, Sébastien. On va parler de l'Apple Store, encore. Oui, bien sûr. On devrait une fois commencer par le Z, non ? Oui. Et donc oui, l'Apple Store. Sur l'Apple Store, il y a eu un petit souci cette semaine qui a été découvert par des firmes en sécurité, et il se fait qu'il y a quelques applications qui sont retrouvées vérolées. Donc en fait il y avait du code malicieux. On n'a pas, je sais pas si Patrick a peut-être, mais moi j'ai pas eu beaucoup de détails sur ce qui était embarqué dans les applications, mais Apple n'a pas apprécié. Ils ont recherché un petit peu les sources du pourquoi, du comment, et il s'avère qu'en fait c'était des applications qui sont connues pour une partie d'entre elles. Donc c'est des applications comme t'aurais pu faire un update de Facebook et de prendre le virus dans les dents. Bon, c'était pas sur Facebook en l'occurrence, parce que ici les pirates ont été extrêmement intelligents. Ils sont attaqués au compilateur. Donc ils ont réussi à faire croire à certains développeurs qu'il y avait une nouvelle version d'Xcode, et ils leur ont fait installer une version d'Xcode totalement vérolée et qui rajoutait leur petit code à l'installation. Donc c'était assez tricky. Alors il y a une firme chinoise qui a quand même dénombré plus de 344 applications sur l'App Store qui étaient infectées par ce virus. Donc de l'histoire de l'App Store, c'est la première fois qu'on a une telle infection sur l'App Store, quoi. Oui. C'est aussi intéressant, c'est en fait que cette image VS Code était mise sur un serveur Baidu qui est en fait plus rapide que la version officielle sur Apple. Et donc pas mal d'informaticiens ont justement téléchargé cette version qui prenait moins de temps à télécharger à cause des firewalls qui est entre la Chine et les US. Donc voilà, finalement, c'est un vilain défaut. Effectivement. Je te laisse la parole, Patrick, pour parler encore d'Apple, qui est malgré tout, malgré sa position dominante, on va dire,
peut aussi se retrouver dans la tourmente. Oui, tout à fait. Donc, en fait, il y a une petite start-up qui s'appelle Zerodium qui offrait $1 million à qui pouvait hacker le iOS 9 avec une date limite jusqu'au 31 octobre. Donc, voilà, le but de la start-up, suivant elle, c'est vraiment d'avoir le maximum de personnes au niveau sécurité qui vont se pencher sur iOS 9. Ce que je pense que déjà pas mal de personnes se préoccupent de la sécurité sur iOS. Donc, voilà, je pense que c'est plutôt un beau coup de pub d'une start-up plutôt qu'autre chose. Ok, un commentaire peut-être de chez Sébastien, non? Oui? Non, sur le piratage d'iOS 9, un piratage entre guillemets, le jailbreak, il arrivera, comme on en a vu sur iOS 8, 8.1, 8.2, etc. Ils sont arrivés. Jusque là, d'un point de vue développeur, on a vu une ou deux bricoles qui ne tournaient pas super bien sur iOS 9, comme les notifications, mais bon, voilà, il y a encore quelques bricoles et quelques bugs dans la première version. C'est aussi sur iOS 9, j'ai lu aussi qu'il y avait des problèmes justement de freeze lorsqu'on faisait l'update. Donc, la seule façon de remettre la version, c'est vraiment d'aller sur l'iTunes et remettre un backup d'iOS 8. Donc c'est assez embêtant. Sinon, je veux quand même dire quelque chose de positif, parce qu'on avait quand même énormément râlé sur iOS 8 ici même, en disant qu'il était beaucoup trop gros et que sur un iPad mini que je possédais par exemple, j'étais incapable de faire la mise à jour. Je suis passé à iOS 9 sans problème. Donc question taille, ils ont fait énormément d'efforts, ils ont entendu pas mal de critiques qui avaient été faites sur le 8. Donc il y a eu quand même pas mal d'évolutions. Effectivement, moi j'ai eu aucun problème pour ma mise à jour. Moi non plus, justement, j'étais assez content. Mais à côté de ça, t'as beaucoup de gens qui se plaignent de la mise à jour et de ne plus pouvoir après utiliser leur téléphone avec leur MacBook. Enfin bref, on vous renvoie sur des blogs et même des journaux belges qui en ont parlé. Ok, j'y suis arrivé. Si. On passe à la lettre B, si vous voulez bien. B comme Backblaze. Patrick, de quoi s'agit-il? Oui. Donc en fait, Backblaze, ils vont vraiment faire la guerre à S3. Donc S3, c'est le service d'Amazon pour tout ce qui est stockage. Donc Backblaze, c'est une société qui est spécialisée dans tout ce qui est vraiment stockage dans le cloud. Et elle est connue en fait pour avoir une offre de backup illimitée à $5 par mois pour les clients résidentiels. Et donc voilà, elle va ouvrir aux développeurs son service qui va s'appeler B2 au mois d'octobre en bêta. Et donc voilà, ils vont vraiment être en forte concurrence par rapport au service S3. Et le principal différenciateur, c'est le prix. Donc on parlait d'un demi-cent de dollars par gigabyte, contre pour l'instant 2,2 cents chez Amazon, donc quand même une grosse différence. Et ils vont batailler vraiment sur le volume, mais aussi sur la bande passante, dans le sens où les prix pour la bande passante sont aussi 4 ou 5 fois moins chers que finalement sur Amazon. Donc, grosse concurrence, quoi, en gros. Grosse concurrence, aussi, gros acteurs, parce qu'ils sont déjà maintenant, ils gèrent pour l'instant 150 pétabytes, ils ont une cadence de croissance de 5 pétabytes par mois. D'accord. Ok. On passe à la lettre E, si vous voulez bien. E comme en panne. C'est original, et c'est encore Patrick qui s'y colle. C'est un data center de la côte Est. On reparle d'Amazon, du coup, qui a eu un petit OK, on va dire. Voilà, exactement. Le data center de la zone Est a vraiment eu un OK ce dimanche. Et il a emporté avec lui une grande partie du web pendant plus de 6 heures. Donc, services très connus tels que Netflix, Reddit, Medium, Buffer, Pocket, même Nest. Et donc, voilà, le problème est survenu sur les services DynamoDB. Donc, c'est une base de données NoSQL. Et donc, dès qu'on commence à toucher la base de données, généralement, tout ce qui tourne autour de la base de données commence à trembler. Donc, ça s'est propagé à 22 services Amazon, tels que EC2, Lambda, Workspaces. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est aussi comment réagissent les sociétés. Par exemple, Netflix a vraiment limité les dégâts par ce qu'ils appellent le chaos engineering. Donc, en fait, ils ont vraiment des procédures et ils ont mis en place vraiment des procédures qui vont bombarder la plateforme Netflix d'attaques en tout genre, qu'elles soient software, qu'elles soient aussi hardware pour faire des défauts sur l'infrastructure. Et donc, ça a vraiment permis de mettre des contre-mesures par rapport à ça. Et ça a vraiment bien servi parce que finalement, ils ont eu très peu de downtime par rapport à d'autres sites qui eux, ont subi vraiment un downtime complet. Le dernier incident par rapport au niveau financier, c'était estimé à $1,100 par seconde de downtime chez Amazon.
Donc sérieux. Oui, sérieux, effectivement. On parle encore de panne du côté de chez Skype. Là, c'est beaucoup de gens qui ont été impactés par ce problème de connexion et un mea culpa de la part de Microsoft et donc de Skype également pour ce problème. Exactement. Donc lundi, il y a un gros downtime de Skype. Donc le Skype était vraiment down pendant presque 24 heures. Donc si vous étiez connecté, tous vos contacts étaient offline. Par contre, si vous étiez déconnecté, à ce moment-là, il était impossible de se connecter. Donc en effet, l'otage était dû à un changement de configuration plus grand que d'habitude d'après Microsoft. Et donc en effet, le VP Skype s'est vraiment excusé par rapport à ce downtime, mais a dit que ça n'affectait pas les clients Skype for Business. J'ai pas pu le vérifier. Non, parce qu'on n'est pas client Skype for Business, voilà. En fait. C'est pour ça qu'on n'a pas pu vérifier. Seb, quoi. Tiens, au lieu de faire Atos, un petit retard de paiement, manifestement. Atos, rappelons-le, c'est quoi encore Atos? C'est les terminaux de paiement, oui. De paiement, effectivement, entre autres. C'est les gros cubes que vous voyez, parce qu'il n'y a pas qu'eux qui font du paiement en Belgique. Hein. Alors, j'avais mis si vous voyez les illustrations, c'était le Xenta, qui est le terminal le plus connu, avec une liqueur juste à côté du même nom. D'accord. Je pensais que ça s'appelait le Sésame, moi. C'est un autre modèle, alors, le Sésame. Non. Ce cube, c'est le Xenta. D'accord, ok. Et puis, il y a le nouveau, maintenant, c'est le Yomani, qui est un terminal très sympathique, ma foi, d'ailleurs. Mais alors, ça m'a amusé, entre guillemets, parce que, ça amuse très peu les commerçants. Et c'est que le problème de chez Atos vient du fait que les paiements continuent à se faire. Hein, donc, vous pouvez faire un paiement en magasin. Par contre, les paiements ne sont pas ensuite rétrocédés aux commerçants, donc eux ne sont pas payés. Et ça c'est en cours depuis fin de la semaine passée, donc certains commerçants trouvent un petit peu le temps long pour ne pas voir leur paiement, parce qu'en général, ils reçoivent ça le lendemain quand on a payé en bon contact, c'est très rapide. Donc là, ça représente quand même des millions d'euros qui sont en attente de transfert. Et pour certains commerçants, c'est clair qu'attendre 4-5 jours ou une semaine de paiement, ça peut commencer à créer des tensions au niveau de la trésorerie. Ouais. Donc ça, c'est vraiment un gros problème. D'un autre côté, je me suis amusé cette semaine en même temps sur cette nouvelle parce que le logiciel n'est pas infaillible et même s'il n'était encore en panne, les articles, les premiers sont apparus 1 ou 2 jours seulement après le problème, donc le retard n'était pas encore énorme. Ils étaient crucifiés dans la presse par les syndicats des commerçants comme étant une situation intenable du fait que le service coûtait beaucoup trop cher, blablabla. Enfin bref. On est d'accord parce que je pense toujours à nos auditeurs français qui nous écoutent. Atos, c'est une société belge ou c'est international? C'est international. Il y en a aussi en France, mais les terminaux en France, il y en a beaucoup moins des Atos. En Belgique, ils ont le monopole. Hein, il y a je reviens plus sur les autres noms, mais il y a 2 autres acteurs qu'on va retrouver en Belgique, grosso modo. Keyware et un autre dont j'en reviens plus, je suis désolé. Mais en France, t'en as plein d'autres, dont ceux qui ont racheté Ogone, dont le nom ne me revient plus non plus, c'est la soirée. Ingenico et des terminaux comme ça, il y en a plus que ce que tu vas trouver d'Exenta en France. D'accord. Donc ces terminaux sont nettement moins connus. Mais voilà, je trouve que ils ont été vite massacrés pour un problème qui n'était pas non plus dramatique, mais pour un jour ou 2. Maintenant, ça commence à faire plus long, mais voilà, le logiciel, c'est comme ça plante de temps en temps. Bien sûr. Ça reste des infrastructures qui sont extrêmement complexes. Et moi, je reste respectueux de ce que font Atos, parce que quand on voit le nombre de paiements qui réalisent et qui transitent chez eux, ça reste quand même extrêmement impressionnant, et ça fonctionne tout le reste de l'année. Bien sûr. Pas à Noël, ça plante parfois à Noël, c'est vrai, mais c'est des situations qui sont extrêmes pendant les fêtes, donc on se rend pas compte que le reste de l'année, ça tourne nickel. Oui. Mais comme tu le disais, des fois, pour la trésorerie de l'enseigne, ça peut être très compliqué. Et quand on voit aussi, parce qu'il faut reconnaître aussi que les petits commerçants, les gros, là c'est un petit peu différent, mais les petits commerçants sont énormément sollicités par des sociétés qui viennent leur proposer des Sésame, des systèmes Atos, machin, etc., qui leur coûtent de l'argent aussi, parce qu'ils payent un abonnement, etc. On sent que c'est un domaine un petit peu touchy. Quand vous parlez à votre commerçant, moi j'ai eu le cas avec ma pharmacienne aujourd'hui, quand vous parlez de son
système de paiement et que vous dites tiens c'est un vieux système, vous allez changer. Ah non surtout pas, ça m'a déjà coûté assez cher, j'ai encore eu un commercial hier. C'est vraiment un truc très touchy, on le sent bien. C'est normal, c'est par là que passe le revenu, donc on peut comprendre qu'il soit un petit peu sur les dents. Mais bon, la panne s'explique aussi, il faut le reconnaître. On en était où? On a parlé d'Atos, donc on a terminé avec la lettre E comme en panne, donc on attaque la lettre F comme faillite, c'est aussi une sorte de panne, quelque sorte, hein, Patrick. Oui. Qui est en faillite et qui faut quoi? Donc c'est la société Quirky qui est en bankruptcy au niveau des US, donc c'est plus ou moins l'équivalent d'une faillite, même si il y a de vrais repreneurs. Donc c'est une société qui a été créée en 2009 et qui a vraiment innové dans tout ce qui était design. Donc elle a commencé d'abord par être active dans la production. Donc elle avait mis toute une communauté de designers. Vous pouviez donner des idées de design et Quirky s'occupait vraiment de la production des objets. Donc voilà, on a pas mal d'objets tels que des prises modulaires qui sont disponibles sur Amazon ou bien tout ce qui est des systèmes de stockage modulaire. En fait, ce sont des étagères empilables et qui sont vraiment, voilà, vous pouvez vraiment customiser comme vous voulez. Et en fait, Quirky a fait un partenariat avec General Electric et vraiment c'est lancé dans l'IoT. Sous une marque qui s'appelle Wink. Et là, on trouve pas mal de petits IoT tels que des thermostats, des hubs, des systèmes qui vont justement vous dire quand vos œufs sont périmés, donc quand vous les avez mis, quand est-ce qu'il faut les changer, etc. Ouais. Et donc voilà. Attention, on change tes œufs. Voilà. Et donc voilà, cette société est en faillite, mais il y a déjà un repreneur qui s'appelle Flextronics International. Et donc voilà, si dans les 60 jours, il n'y a pas d'autres de contre-offres, c'est dire que cette société-là passera sous ce giron qui est Flextronics. Maintenant, ben voilà, il faut voir un petit peu ce qui va être de la suite des produits, étant donné que c'était vraiment un cloud IoT qui était propriétaire. Donc voilà, comment vont-ils faire? Est-ce qu'ils continuent dans l'IoT? Est-ce qu'ils vont plutôt dans le design? On ne sait pas encore dans quelle direction ils vont s'orienter. Ok, affaire à suivre, qu'on a l'habitude de dire dans ce domaine. On reste à la lettre F, et toujours avec toi Patrick, F comme Formlabs pour le coup. Oui, donc voilà, c'est l'imprimante Form2 qui a été lancée cette semaine donc, par Formlabs. Donc c'est une imprimante 3D de bureau qui est en stéréolithographie, donc c'est-à-dire qu'il y a un bain de résine qui se solidifie en fait au passage d'un laser. Donc c'est assez fun à voir travailler. Et donc voilà, c'est vraiment une imprimante qui était destinée aux makers, mais aussi aux créatifs, parce qu'elle est vraiment beaucoup plus facile d'accès et vraiment pensée pour ne plus trop avoir de problèmes voilà, tout ce qui peut arriver avec une imprimante 3D, refaire ses designs, etc. Donc elle a vraiment été pensée comme étant de façon la plus simple. Elle est plus volumineuse parce qu'on peut faire des pièces de 40% plus volumineuses qu'avec la première version qui était la Form 1, et elle a une meilleure résolution. Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on arrive aussi à des imprimantes qui commencent à reprendre aussi des fonctionnalités d'imprimantes vraiment normales, de papier, on va dire. Parce qu'elle peut être connectée en Wi-Fi, elle vous avertit quand votre job d'impression est terminé sur votre GSM via une petite on commence à appliquer ce qu'on connaît du monde du papier à l'imprimante 3D. Donc ça veut vraiment dire que l'outil, là maintenant, il est considéré comme étant, entre guillemets, autonome, fonctionnel. C'est plus un gadget pour bricoler, pour amuser les enfants ou la galerie, quoi. Exactement. En fait, ce qui est aussi intéressant, c'est que les fondateurs disent justement qu'on est rentré dans l'ère du Macintosh de l'impression 3D. Ouais, donc c'est vraiment l'objet qui est assez simple d'utilisation, sur lequel vous pouvez faire pas mal de choses. C'est chouette en tout cas. On a une illustration du bidule qui montre c'est quoi? C'est des cartouches d'encre, enfin c'est des cartouches de matière. Ce sont des cartouches de résine en fait. C'est ça. Voilà, donc on peut mettre des résines de différentes couleurs ou des choses comme ça. Voilà, t'as je pense 8 couleurs différentes qui vont du transparent à l'opaque en passant par du bleu. Donc voilà, tu peux avoir vraiment des bains totalement différents pour faire différentes pièces. C'est vraiment fait pour le coup, c'est fait pour faire de la modélisation, par exemple chez un ingénieur, chez un mécanicien. Oui, ça peut être n'importe quoi. Tu peux faire des porte-bougies aussi. Par exemple. C'est vraiment démocratisé. Mais c'est cher. C'est 3400, 3500 $. Voilà. Donc c'est pour ça que je disais que c'était plutôt fait pour le professionnel que pour l'amateur même averti. Ou alors il faut vraiment être passionné de l'impression 3D, quoi. Je veux dire, mais c'est un bel outil, manifestement. Ça a l'air d'être très fonctionnel et très...
Ça évolue bien cette Je affaire-là. pense que le partage aussi en Wi-Fi va faire aussi qu'au bureau, il va commencer à avoir quelques impressions imprimantes 3D, que voilà, on pourrait commencer à partager cela. Mais Patrick partage en Wi-Fi avec 3 sur la même imprimante, mais ça prend quand même toujours des heures pour sortir c'est un peu long. de 2 cm. Ouais. Donc c'est dans la queue, le mec, t'as imprimé quelque chose? Ouais, tu reviens dans 8 heures. Ouais, effectivement, ça peut prendre un peu de temps. Il y a quand même, c'était HP qui nous promet depuis un moment déjà une imprimante 3D plus rapide que les autres. J'ai pas les chiffres en tête, mais qui était assez impressionnante et qui allait faire évoluer le. On en avait parlé ici, peut-être même déjà fin de l'année passée. On en a parlé fin de l'année passée et ils avaient dit l'année prochaine, mais l'année prochaine ce sera plutôt 2016 a priori. Donc. J'ai vu pas mal d'infos sur HP, mais ils sont plutôt sur des très très grosses machines. Oui, c'est des grosses machines. Voilà, c'est vraiment. C'est pas la machine du particulier. Là voilà. aussi, c'est fait pour l'atelier de modélisation, voilà, dans des domaines très pointus, etc. Ça reste du matériel professionnel, mais malgré tout, ça fait avancer le schmilblick, quoi. C'est par là aussi que ça passe. Bon, le chapitre 3D, on y reviendra certainement avec Patrick parce qu'il aime bien et nous aussi on aime bien. Donc, ce sera l'occasion de reparler de ce genre d'outils. On passe à la lettre G et il y a plein de choses à dire à propos de Google, évidemment. Seb, Google lance Brotli. De quoi s'agit-il Brotli, ouais. Brotli. Bon, bonne question. Allez, alors déjà, sujet suivant. Si vous vous souvenez de Zopfli, non, tu ne te souviens pas de Zopfli non plus. Non. Bon, Zopfli, c'était un algorithme de compression que Google a lancé il y a 2 ans pour essayer d'améliorer certaines, la compression des pages web. Et maintenant, ils ont décidé qu'ils allaient faire Brotli. Bon, franchement, ils ont des noms à la con sur leur truc. Mais Brotli est entre 20 et 26% supérieur en compression à ce que faisait Zopfli. Voilà, c'est toujours pour un mieux, évidemment. Quand on annonce un nouveau compresseur, oui. L'annonce est encore très récente, hein, ça date uniquement d'il y a 2 jours. Il y a encore que quelques personnes qui ont commencé à faire des tests et pour voir si effectivement ça a un intérêt, cette nouvelle compression, de l'implémenter, parce que ça fait des efforts pour l'implémenter. Le but de Google étant que ce soit au niveau d'un navigateur, et donc il y a les navigateurs qui doivent le supporter. Chrome le supportera certainement de base, hein. Mais il y a aussi tout ce qui est serveur web, donc très certainement Google va l'utiliser pour son infrastructure, hein. S'il peut gagner 26% de toutes les pages statiques qui sert, ça fait énormément de données pour eux, hein. C'est juste énorme. Maintenant, que ce soit utilisé par tous les autres serveurs web, chez chez les développeurs, Monsieur Tout le Monde, c'est pas encore pour demain, quoi. Alors, il y a juste à quand même rajouter que Zopfli était un algorithme sur base du deflate classique, donc je vous laisse Wikipédia pour aller voir plus de détails. Ce que n'est pas Brotli. Brotli est sur un tout nouveau type de compression. D'accord. Mais voilà, je n'ai pas encore réellement pu regarder si c'était extrêmement efficace ou pas, et si ça vaut la peine de garder un bookmark pour le jour où ce sera implémenté dans Chrome. Alors, je pose la question aux informaticiens que vous êtes tous les deux. Est-ce qu'il y a encore une marge de progression énorme en termes de compression, Patrick ? Très bonne question. C'est plutôt de la recherche, donc il faudrait regarder au niveau maths où on en est, mais je pense que chaque fois qu'il y a un nouvel moi j'ai toujours l'impression qu'on est arrivé à la limite, là, qu'on peut pas aller plus loin. Je pense par exemple au codec vidéo. Qu'on utilise par exemple ici, on se dit ça va, on n'ira pas beaucoup plus loin. Et puis finalement, si on nous sort quand même un truc 4K, machin, etc., où on fait des trucs formidables qui prennent pas de place. C'est quoi l'étape suivante ? C'est chaque fois la question qu'on se pose. Seb, je sais pas si toi tu as une opinion tranchée là-dessus ou pas. Pour moi, il n'y a pas réellement de limite. Il y a toujours bien une manière d'optimiser, de toujours gagner quelques pourcentages. Le problème étant à un certain moment de voir, c'est un peu comme quand tu vas chercher du pétrole. Tu vas chercher du pétrole facilement et il coûte pas trop cher, et au fur et à mesure que ton prix monte, tu vas pouvoir aller le chercher de plus en plus loin. Ici c'est un peu le même genre d'effort qu'on va faire. À partir du moment où la bande passante est chère, on va essayer d'optimiser. Et ça se faisait énormément dans le début 2000 et fin 90. Monsieur Tout le Monde avait une connexion de merde, et donc on devait s'assurer que la page puisse charger en moins d'une demi-heure. Ici, le
l'argument, si on parlait qu'en desktop et que tout le monde avait de la DSL, ce qui est le cas en desktop, on a tous de très bonnes connexions en général. Et Google, je suis pas sûr qu'ils mettraient l'effort pour faire ce genre de nouveaux développements. Par contre, eux, ils pensent à tout ce qui est mobile. Et aujourd'hui, le mobile, bon, on peut pas encore dire qu'on est tous avec une connexion 3G. On n'est pas tous égaux parfaitement, quoi. C'est clair, ouais. Donc, et là, à partir du moment où ta page a pris plus de 3 ou 4 secondes à charger, avec ton device en main, t'es moins patient que quand t'as cliqué sur ton navigateur, sur ton PC. Parce que là, tu t'ouvres une nouvelle table, tu vas voir autre chose, tu reviens dessus. Bah, sur ton téléphone, tu l'as en main et après 3 secondes, tu dis ok, c'est bon, tu fermes la page. Ouais. Donc là, réellement, il y a besoin de performance aujourd'hui et il y a besoin de réduire l'utilisation de batterie, de data, parce que voilà, tout ça coûte encore cher. Ok, on reste... oui. Il y a du boulot. Il y a du boulot. On reste à la lettre G comme Google, et on n'a pas fini d'ailleurs avec Google, ça, vous allez vous en apercevoir. Et on parle de Homet qui lance le TrueSmart Plus. La TrueSmart Plus, c'est une montre connectée en quelque sorte. Enfin, ça l'est. Alors c'est mieux qu'une montre connectée. Ouais. Alors j'avoue que je connaissais pas Homet, j'avais jamais fait attention à cette marque avant, et pourtant ils étaient passés avec leur première version en 2013 sur une première montre en Android déjà. Et ils étaient passés donc sur Kickstarter qui avait levé pas mal de fonds, et ils sont repassés sur une nouvelle montre qui est la TrueSmart Plus, donc cette fois-ci la première étant la TrueSmart. Alors contrairement à ce qu'on a comme montre classique chez Moto, chez Samsung, etc., le design est plus carré, on va dire, hein. Ici on est vraiment sur des montres intelligentes comme on avait dans les années 90, le gros truc avec les gros boutons. Ouais. On va dire que le design n'est pas ultra sexy, hein, faut accorder. Par contre, contrairement à ce qu'on a ici, c'est un full Android, c'est-à-dire que tout est dessus. T'as une carte SIM, t'as ton écran, tu peux téléphoner, tu peux. T'as pas besoin GPS, t'as ton Wi-Fi. T'as pas besoin du téléphone, quoi. Totalement c'est ça. Autonome, cette montre est totalement autonome. Ça, c'est pas mal. Tu fonctionnes avec un Android 5.1. T'as 4 Go de. Non, mais t'as 8 Go d'espace, donc c'est pas trop mal. T'as une résolution qui est moisie, hein, parce que c'est une petite montre, donc c'est 320x320. Ils font pas mieux que les autres là-dessus. Par contre, c'est un truc qui coûte vraiment pas trop cher, je trouve. C'est $169. Et d'après les tests sur le précédent modèle, parce que celui-ci est juste en pré-order, il tenait 2-3 jours d'autonomie pour un smartphone, entre guillemets, complet, quoi. Oui, c'est ça, ouais. Mais du fait de son petit écran, effectivement... C'est bizarre qu'on n'en parle pas plus, qu'on n'en entend pas plus parler que ça, je veux dire, parce que c'est quand même... Là, pour le coup, il y a une petite révolution. On s'amende du portable, enfin du téléphone mobile, quoi. Oui, et après tout, si t'as un petit casque, une petite oreillette... Ouais. Bah, ma foi... c'est peut-être pas total confort non plus, hein. Parler à sa montre, je veux dire, ça fait un peu... Non, mais t'as des oreillettes où t'as pas besoin de... Oui, c'est juste, tu peux avoir un petit... Tu mets une petite oreillette et t'es parti. Ouais. Alors c'est vrai que tu sais pas surfer dessus, mais est-ce que c'est important pour tout le monde ? Il faut bien calculer la longueur du fil. Bonjour. Ça peut poser des problèmes, effectivement. Ouais, mais ils ont une interface spécifique à eux, hein, une surcouche au-dessus d'un Android 5, qui a l'air... Donc c'est UI 3.0, qui a l'air assez sympathique pour pas mal d'applications, donc il y a moyen de faire des choses. Maintenant, l'écran est encore un peu petit, peut-être. On reste chez Google, je le disais. Google qui veut réviser la vie privée. Ils sont pas d'accord avec les textes officiels des différents pays. Ça ne les arrange pas, apparemment, c'est ça. Ça les arrange pas, mais alors, je l'ai sorti justement parce que ça ne va pas dans le sens qu'on aurait pu penser. On se dirait, bah non, Google, ça y est, ils veulent plein d'infos. Et en fait, non, ils veulent s'attaquer à l'ECPA, donc l'Electronic Communication Privacy Act, donc la loi de base sur la vie privée électronique aux États-Unis, qui date de 1986 et qui, selon Google, n'est plus du tout d'actualité. On dit, ils veulent plus de données plus facilement. Non, en fait, à l'époque, ils disent la loi était prévue pour que
limiter les actions du gouvernement, mais plutôt que vis-à-vis des communications électroniques et autres. Et aujourd'hui, le gouvernement, il est plus trop limité parce qu'il va de toute façon chercher ces informations sur les serveurs de Google, sur les serveurs de Facebook, et c'est beaucoup trop facile pour le gouvernement aujourd'hui d'aller chercher ces informations par rapport à ce que ça aurait dû l'être. Et donc Google dit il faut revoir cette loi pour que nos partenaires soient plus confiants dans leurs données qui vont héberger chez nous, et que le gouvernement américain ne pourra pas rentrer aussi facilement que ça dedans. Oui, donc ils essaient de pallier la crise de confiance régnante, quoi, en fait. C'est un peu ça l'idée. Donc, et c'est pas les seuls, Google ne sont pas les seuls derrière cette demande pour essayer de militer sur une révision, une loi de 86 finalement, pour réguler la vie privée électronique. C'est vrai que c'est peut-être plus vraiment d'application. Peut-être. C'est bon, on parle encore de Google, mais un dernier sujet peut-être concernant les spams et les spammers en particulier. Oui, alors Google peut se prendre comme d'autres des requêtes pour des spams. Ça, ils en ont plein tout le temps, mais celui-ci est assez inhabituel et personne n'a encore réellement bien compris parce que donc vous pouvez avoir, il y a le DMCA, donc le digital machin, ils en ont beaucoup, des actes à la con. Et celui-ci, c'était pour forcer Google et d'autres à déréférencer du matériel copyrighté, donc des films, des trucs, des e-books ou que sais-je, qui auraient pu, des commerciaux qui auraient pu se retrouver sur le moteur de recherche. Et des spammers ont décidé d'envoyer des milliers de demandes à Google pour enlever des faux documents qui n'existent pas et qui noient complètement Google pour le moment là-dessus. Alors on ne comprend pas trop parce qu'au final Google n'indexe pas ce contenu, il ne gagne pas de référencement, et personne, à part les gars de Google, ne vont réellement lire ce contenu, même si c'est public. Donc on pige pas pourquoi, mais les spammers trouvent ça très intéressant. Alors il faut quand même se dire que ce genre de requête, l'année passée, ils ont reçu 7,8 millions de demandes par semaine, donc environ 13 par seconde. Donc ils ont un certain nombre d'employés qui ne font que ça toute la journée. On va finir par avoir une société spécialisée. Oui, mais ça m'étonne déjà que ça n'existe pas encore. Que ça soit pas automatisé. Oui, parce que franchement, à ce stade-là. Enfin, voilà, c'était bon de le savoir. On a fini avec la lettre G, sans doute. Si tu avais quelque chose à rajouter, Sébastien, je pense. Non. On peut passer à la lettre S. S comme Samsung. Samsung qui se prépare pour du leasing. Voilà, merci. On peut passer au sujet suivant. La lettre S comme sécurité. Mais oui, on peut presque y passer. Donc il y a Apple qui le fait déjà aux États-Unis. C'était leur premier modèle d'ailleurs, si je me rappelle bien, pour l'iPhone. C'était conditionné. Enfin, c'était un appareil en leasing conditionné à la prise d'un abonnement. Maintenant, Samsung s'y intéresse. Apparemment, ce serait dans les plans du brave patron de Samsung pour débarquer avec ce genre de possibilités aux États-Unis. Moi, je trouve pas ça si idiot au final, parce qu'il y a certainement des boîtes et quelques particuliers qui seraient contents d'avoir ce genre d'abonnement. Je sais qu'en France, ça se faisait aussi chez des opérateurs. Qui vous proposaient pour une certaine somme d'avoir toujours le dernier iPhone ou toujours le dernier Android. Donc il y a de la demande, et bon, c'est normal que s'il y a de la demande, d'autres s'y intéressent. C'est aussi lié au coût de l'appareil, le coût initial de l'appareil, qui ici, ça devient un petit peu difficile de justifier les 800-900 euros qu'on vous demande pour un téléphone. Donc là aussi, il y a sans doute une marge. Il y a un intérêt quand tu vois les développeurs logiciels, donc Microsoft et Adobe était un des précurseurs là-dedans, et ils vendaient des licences extrêmement chères pour Photoshop, pour Premiere et compagnie, et ils ont réussi à migrer franchement d'une manière assez extraordinaire leur abonnement, enfin leur fee
unique en un abonnement récurrent, en baissant le prix pour la plupart de leurs produits de manière drastique. Donc maintenant, au lieu de claquer plusieurs milliers de boules pour un Photoshop, on peut en avoir pour 50 € par mois et arrêter après 2 mois. Enfin, je pense que c'est ça. C'est un peu plus cher que ça quand même, parce que il y a un dégressif sur la durée, ça c'est clair. Ouais. Mais par contre, oui, c'est à peu près ça. C'est résiliable à peu près pas n'importe quand, mais voilà. C'est ça. Donc t'as un graphiste pendant 2 mois, tu prends une licence, t'arrêtes, ça te coûte pas d'office un pont, ni un bras, ni la jambe avec. Et donc c'est génial pour leur chiffre d'affaires, parce qu'au lieu de devoir à chaque fois sortir une nouvelle release pour se dire putain les gars, qu'est-ce qu'on va faire l'année prochaine comme méga ultra fonctionnalité pour réussir à vendre notre nouvelle version, ce qui est toujours le gros challenge, maintenant ils savent qu'ils peuvent développer en sérénité tout le temps pour de nouvelles fonctionnalités, quel que soit le mois de l'année, sachant qu'ils sont payés tout le temps grâce à cet abonnement. Effectivement, d'un point de vue actionnariat, c'est pas idiot que des équipementiers s'y mettent aussi, parce que ils ont le même problème. Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir sortir comme fonctionnalité l'année prochaine pour que tous les petits consommateurs qui ont déjà un petit Samsung dans leur poche aillent en acheter un nouveau? Oui. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison, non, effectivement. Ok. Voilà. Donc là, on peut passer à la lettre S comme sécurité, Seb, encore toi, pour parler de retweet. Mais on ne peut pas retweeter, enfin, il n'est pas utile de retweeter tout le monde, n'importe comment. Et certains comptes ne sont pas retweetables. Enfin, là, ça pose problème, manifestement. Oui, alors c'est une petite news qui est juste un petit rappel. C'est pas parce que quelqu'un poste quelque chose sur Twitter, et donc un gars de 22 ans du Queens, Ali, de son prénom, s'en souviendra, qu'est-ce qu'il trouvait que des gens armés dans le fin fond du désert, on va dire, quelque chose comme ça, il trouvait que ce qu'il postait était sympathique sur Twitter, il a retweeté quelques coups, et donc au final beaucoup d'ennuis pour cet Américain, parce que FBI et compagnie qui tapent à la porte, ça fait jamais plaisir, quoi. Ah non. Donc voilà, c'est pas parce que c'est posté sur Twitter ici sur des trucs immondes, on va dire, quoi, qu'on peut le retweeter ou qu'on peut même juste cliquer sur favoris sans craindre à un certain moment d'avoir des représailles de la part de certaines sonorités, quoi. Faut se rendre compte si on se pose en tant que relais, c'est qu'on peut-être pas qu'on acquiesce, mais qu'en tout cas on est quand même un relais d'une information et qu'on emporte donc une partie de la responsabilité. C'est ça, et c'est public, donc tu endorses effectivement ce message et tu le relais, donc c'est public, donc c'est mal. Oui, c'est une très belle conclusion. Même privé, c'est mal, mais c'est mal. Bon, on reste dans la sécurité avec un vol un petit peu particulier, Patrick. On a volé des empreintes digitales. Voilà, exactement. Donc en fait, en juillet, il y a eu un scandale au niveau de l'OPM en Amérique, donc qui est en fait le genre de service des ressources humaines au niveau du fédéral, qui avait été hacké. Et on avait parlé de 21 millions de données de personnes qui avaient postulé, que ce soit des personnes qui avaient vraiment postulé ou bien des personnes qui étaient dans l'entourage de personnes qui postulaient. Et ce qu'on vient de voir, d'apprendre, c'est qu'un quart de ces profils avaient aussi leur empreinte digitale. Donc voilà, on parle quand même de 5,6 millions d'empreintes qui ont été hackées. Ouais. Et donc voilà, ce qui est assez amusant, façon de parler, c'est que l'équivalent du service de sécurité intérieure est en train d'investiguer la portée en fait de la mauvaise utilisation de ces empreintes dans le futur. Donc on dirait que on sait à qui elles appartiennent en plus, les empreintes. J'imagine qu'on n'a pas un paquet d'empreintes sans nom, quoi. C'est surtout le fait que on ne sait pas comment on pourrait utiliser ces empreintes de façon malveillante dans le futur. C'est un peu bizarre pour quand même un service fédéral par rapport à ça. Évidemment, il faut faire attention, on met ses doigts. On passe à la lettre V, par exemple. V comme... V comme VW. Oui, voilà, je pense que je vais faire court parce que ça sent le roussi pour VW. On en a parlé
vraiment beaucoup dans les la médias. presse, C'était on en vraiment parle encore. ce petit soft résident qui allait justement changer des paramètres au niveau de la cartographie dès qu'on voyait un scénario de test de pollution. Donc voilà, moi je pense qu'on n'est pas un podcast écologique ni économique. Donc on va vraiment se limiter à l'aspect technique. Oui, c'est ça. Sur l'aspect technique, on avait déjà parlé ici d'Habitonio. C'était un des premiers hors-série avec Sébastien qui permettait la lecture et même l'intervention, je pense, sur certains organes du moteur via des applications et que c'était accessible à monsieur et madame tout le monde. Je vais vous avouer, franchement, quand j'ai entendu l'info, j'ai repensé à ce hors-série, Seb, et je me suis dit, mais oui, pourquoi on n'en a pas pensé plus tôt à cette idée-là? Parce que finalement, c'est un hack, quoi. C'est ça. Tout à fait, oui. Mais moi, je pense plutôt qu'ils vont plutôt passer plus vite que prévu à des voitures connectées, donc ça permettrait de pouvoir faire des updates sur 11 millions de voitures sans trop passer par la case garagiste, parce qu'11 millions de voitures à devoir repatcher entre guillemets, ça va faire beaucoup de... Ça va faire des frais. Beaucoup de frais, beaucoup de temps perdu aussi. D'autant que VW n'est peut-être pas les seuls, enfin VW déjà c'est la marque, la maison mère, mais il y a d'autres marques derrière, Skoda, Porsche, Audi, etc. Donc c'est pour l'instant apparemment c'est sur des moteurs diesel. Oui, tout à fait. Et d'autres industriels automobiles pourraient très bien être aussi impliqués ou avoir eu l'idée également, celle-là ou une autre un peu similaire, puisque... Voilà, je pense que dès qu'un le fait, je pense que de toute façon il y a une concurrence déloyale, donc à mon avis, voilà. Ça, il paraît que les systèmes informatiques, je ne sais pas si l'un de vous peut me le confirmer, ce genre de système informatique embarqué dans les voitures, il y a 2-3 sociétés qui sont spécialisées dans le domaine, parce que c'est sous-traité ça apparemment, c'est pas les firmes elles-mêmes. Je ne connais pas les sociétés, mais en effet, souvent c'est des composants Bosch ou etc. qui gèrent les pompes et ce genre de... Voilà, c'est software vraiment spécialisé. L'avis de Seb. Ouais, non, c'est vrai que c'est quasi similaire sur toutes les voitures. Si tu regardes le GPS, que tu prennes une BMW pour ne pas les citer ou une Audi, tu vas te retrouver quasi avec les mêmes interfaces. Donc, tu vois, il n'y a pas des centaines de boîtes qui font ça derrière, c'est assez limité. Mais ça ne veut pas dire que c'est ces boîtes qui ont développé le logiciel utilisé par Volkswagen, loin de là. Non, je veux dire que c'est possible du coup, enfin, il y a une possibilité quoi. Oui, non, mais c'est totalement possible. Il y a 20 ans, ça aurait été un miracle. Aujourd'hui, on peut te faire arrêter une Jeep sur l'autoroute à distance, donc faire détecter un scénario précis dans une voiture et à ce moment-là changer un régime moteur ou changer les réglages sur le moteur. Tu peux le faire avec un OBD avec ton smartphone ou avec ton PC, donc que eux puissent le détecter automatiquement et changer certains réglages. Bon, ça me semble trivial même, et ça a certainement été utilisé pendant des années. Je trouve ça étonnant que ça ait été découvert si tard. Par contre, parce que ça fait un moment que ça dure, c'est depuis 2006, c'est ça, 2005 Oui, j'ai vu que en fait, le case avait été fait il y a 1 an et demi déjà, donc c'est juste maintenant qu'il y a un boom dans la presse. Oui, c'est maintenant que ça sort, mais en fait ça couvait, et apparemment c'est les modèles qui sont sortis depuis 2005 ou 2006, j'ai plus l'année en tête. Par contre, je me suis penché un peu sur la question parce que je trouvais ça assez amusant quand même, d'un point de vue technologique. On s'entend. Et donc il y avait 2 aspects, dont un que tu nous avais effectivement relayé aujourd'hui, qui était l'aspect droit d'auteur. Là aussi, il y a une problématique aux États-Unis parce que le lièvre a été élevé par une société aux États-Unis qui faisait ses études, et eux, ils ont dû le faire dans des conditions qui étaient extrêmement compliquées parce qu'ils n'ont pas le droit aux États-Unis de faire de reverse engineering. Donc, on rappelle, le reverse engineering, c'est par exemple, je prends ma PlayStation que je viens d'acheter et je veux voir comment elle fonctionne, j'ouvre le capot, je regarde ce qu'il y a dedans. Si vous l'ouvrez aux États-Unis, vous pouvez aller en prison parce que c'est pas autorisé, vous pouvez pas aller vérifier dans les composants ce qu'il y a dessus, ce qui est, regarder le code, vous pouvez pas, c'est pas autorisé. C'est de l'espionnage, même si c'est quelque chose que vous avez acheté. En Europe, c'est totalement autorisé. Ce genre de pratique n'est pas répréhensible. Ce qui est beaucoup plus sain en fait. Enfin, ça permet à tout un chacun et aux plus spécialistes d'entre nous de jeter un œil, de vérifier si effectivement il n'y a pas de ce genre de malversation ou autre, mais ça ouvre aussi la porte à un certain type d'espionnage, même si on peut pas reproduire le code en tant que tel parce que lui il est sous copyright, ça laisse quand même la porte ouverte à toutes les fenêtres. Moi je trouve que c'est une bonne chose de pouvoir aller chipoter dans ce que tu veux, de ce que tu as acheté, parce que au final ces objets t'appartiennent et c'est pas parce que Microsoft, Sony ou que sais-je ont décidé que ça doit être comme ça que toi t'as pas envie
envie que ça aille un peu plus à gauche que ce qu'ils aient décidé. Ouais. Donc, moi, je trouve que c'est une très bonne chose qu'on soit libre de le faire. Et puis, il y a une autre problématique à long terme, c'est que ces sociétés ne sont pas toutes éternelles. Et un jour ou l'autre, tu as envie de pouvoir récupérer des informations, de pouvoir aller réparer des choses que eux ne fournissent pas forcément. Ouais. Et ce de façon légale, quoi. Parce que de façon légale en Europe, oui, tout à fait. Donc, ça, c'était un point assez intéressant. Et un deuxième qui a été soulevé par cette même société, j'ai essayé d'aller lire d'autres rapports chez eux, c'est que au fur et à mesure des années, ils se sont rendus compte que et alors, le graphique qui est sur leur site est vraiment très explicite là-dessus. C'est que entre le chiffre que eux mesurent sur les voitures et le chiffre qui est annoncé par le constructeur, eh bien, au plus le temps passe, au plus on s'en écarte. D'accord. Donc ça, il monte de plus en plus chaque année. D'accord. Voilà, cherchons l'erreur. Effectivement. Parce qu'à côté de ça, nos voitures deviennent soi-disant de moins en moins polluantes. Oui, mais c'est ça, ou pas. S'il fallait placer un ou pas quelque part aujourd'hui, c'était là, ça c'est clair. Non, c'est quand même assez impressionnant. Enfin, c'est une énorme. Enfin, on ne sait pas jusqu'où ça va aller, cette histoire. Je pense qu'à la bourse, VO a bien dévissé. Ils avaient déjà commencé à dévisser avant. Oui, ils ont déjà perdu 30%. Quelques mois, oui, tout à fait. Oui. Et puis ils ont continué, là, ça ne semble pas vouloir s'arrêter. Évidemment, et après on fermera la parenthèse, la presse française s'en est donnée à cœur joie, on s'en doute bien, une voiture allemande qui fait des caprices comme ça leur plaît, mais en même temps, ils y vont quand même sur la pointe des pieds parce qu'ils se disent que si un grand fabricant français y a touché aussi, ça ne sentira pas bon non plus. Non, donc exactement. Ils y vont, mais voilà. Bon, on ferme la parenthèse et si on a d'autres informations ou si vous avez des informations plus techniques à nous communiquer, on n'hésitera pas à nous en faire le relais. On passe à la lettre W. W comme Weir, Sébastien, on parle d'une application, une application pour les musiciens apparemment. Oui, c'est ça. Alors, je suis très mauvais musicien, donc je sais rien. En fait, je suis incapable de jouer quoi que ce soit. Mais j'ai vu l'application et je trouve que l'idée était juste génialissime. Donc, je ne peux pas m'empêcher de vous en parler, même si je ne l'utiliserai jamais. C'est bien. Soyons très clairs. Ouais. Mais je prends en souffrance tous ces gens qui ont ce métronome qui fait clac, clac, clac sur leur piano et qui est horrible pour tous ceux qui sont à côté ou qui doivent souffrir de ce bruit pour leurs enfants ou que sais-je, quoi. Ouais. Parce que tu as ce bruit sans il y a le crissement du violon du petit aussi. Oui, bien sûr. Ou celui qui apprend de la flûte parce qu'ils apprennent tous de la flûte. Je ne sais pas pourquoi. Et donc tu as ce métronome qui arrête et qui n'arrête pas d'aller de gauche à droite en faisant clac clac clac. C'est vrai que c'est horripilant, mais c'est très important pour le musicien qui doit suivre son petit rythme. Eh ben les gars, ils ont trouvé que vous aviez tout ce qu'il fallait autour du bras. Ça s'appelle des métronomes. Vous définissez le rythme, ce que vous voulez. Alors, vous pouvez faire aussi même flasher votre montre si vous voulez. Je pense que là pour les épileptiques c'est pas une bonne idée. Mais si votre bras vibre au rythme du tempo, eh ben voilà, ce sera au final pas plus mal que de devoir écouter ce fameux bip. Mais ce sera beaucoup plus mélodieux aussi, du coup. Ce sera plus mélodieux aussi. Donc même ceux qui n'ont pas le rythme dans la peau peuvent l'avoir au poignet, en fait. Ouais. C'est pas mal, hein. Oui, ça peut être utilisé pour d'autres applications, éventuellement. Si tu veux aller danser et que tu te dis, non, je ne sais pas compter jusque 3, c'est pas grave, là tu mets ton truc. Je n'ai pas le rythme dans la peau du tout. Voilà, là tu vas l'avoir. Je trouve que c'est con, et c'est tellement con que c'est... ça devient indispensable. C'est indispensable pour les musiciens. Ouais, je trouve ça pas mal aussi, effectivement. On termine ce numéro 47, avant que je ne m'écroule complètement, avec le What the fuck de la semaine, Seb. Ah, il est beau. Je l'ai pas vu, donc. Tu l'as pas vu. Tu l'as pas. Écoute, on a fait par le passé des articles où on parlait de ces pauvres Chinois qui ont donné un rein pour avoir un iPhone 6. Tu t'en rappelles ? Oui. C'était dramatique. Ouais. Et il y a une campagne pour le moment en Chine d'un hôpital à Renji, près de Shanghai, qui propose, qui affiche clairement qu'il y a le nouvel iPhone 6 qui vient de sortir et que pour ce nouvel iPhone 6, il ne faut pas s'enlever un rein. Ils ont une autre possibilité dans l'hôpital et pour ça, ils ont besoin de 17 millilitres de sperme. Donc...
Mais qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça? Enfin, oui, je me dis que... c'est une banque de sperme qui, pour les 17 millilitres de sperme qui sont qualifiés, hein, donc n'importe qui ne peut pas juste aller se branler pour avoir un iPhone. Il faut que ce soit de qualité. Et à partir du moment où c'est de qualité, on vous donnera un iPhone. Moi, je trouve ça, $950 pour l'iPhone. Je trouve ça extrêmement drôle, la manière dont ils ont approché la chose. C'est rigolo, mais en même temps, je pense à tous ceux qui vont à la banque du sperme faire des dons régulièrement parce que, voilà, pour des raisons X ou Y, qui ne touchent rien. Et qui se disent qu'ils ont peut-être déjà débarqué je sais pas combien d'iPhone. On peut même compter, là on peut compter en MacBook Pro là, je pense. Mais je comprends pas très bien, c'est aussi un modèle mensuel, donc tu as tous les mois oui, c'est la répétition, il faut revenir. On était sur un modèle plutôt service plutôt que produit, donc je peux poser question. Je trouve ça bien payé. Enfin, je dis ça. Pour 17 millilitres, oui. Hein. Oui, enfin voilà. $950. Donc j'imagine. Mais il faut qu'il soit de qualité. Hein. Il faut qu'il soit de qualité, donc il y ait une mobilité, et des spermatiques, on dit ça comme ça. Hein. Donc ça doit être analysé de près. Donc voilà. Enfin, si vous avez envie d'envoyer votre progéniture dans la nature en échange d'un smartphone, pourquoi pas. Mais bon, c'est un petit peu particulier quand même. Bon, je pense qu'on a fait le tour de cette actualité très intéressante de la semaine avec Patrick. Merci Patrick pour ce premier épisode actu. Champion Patrick, également champion Seb. C'est une autre partie de l'équipe certainement qu'on retrouvera la semaine prochaine pour parler toujours high-tech. Et puis n'oubliez pas nos hors-séries, c'est le lundi évidemment. On va soigner un petit peu et on espère vous revenir la semaine prochaine en pleine forme. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.